La possibilité de ne pas appliquer une loi qui serait contraire à la Constitution semble découler de la notion même de Constitution. La Constitution est la première, la plus importante de toutes les normes juridiques. Par conséquent, toutes les autres normes juridiques doivent être en conformité avec la Constitution. Alexander Hamilton écrit ainsi dans Le Fédéraliste: il n'existe aucune proposition qui repose sur des principes plus clairs que celle selon laquelle tout acte de la part d'une autorité déléguée qui serait contraire à la teneur de la délégation en vertu de laquelle il est pris est nul. Par conséquent, aucun acte législatif contraire à la Constitution ne peut être valide. Pourtant, bien que ce principe soit très clair, celui-ci, pendant très longtemps, n'a pas été mis en œuvre dans les républiques successives qu'a connues la France. Les juges devaient se contenter d'appliquer la loi sans jamais pouvoir l'écarter, même lorsque celle-ci était manifestement contraire à la Constitution. Le syllogisme était très simple. La loi est faite par la représentation nationale, la nation est souveraine, par conséquent, la loi faite par la représentation nationale est souveraine, c'est-à-dire ne saurait être remise en cause. Bien sûr, ce syllogisme était sophistique, puisqu'il effaçait la distinction fondamentale entre la nation et ses délégués, et qu'il occultait le fait que la Constitution, dès lors qu'elle est adoptée par référendum, est l'expression directe de la volonté de la nation. L'absence de contrôle de constitutionnalité en France signifiait donc, en pratique, que l'autorité des parlementaires était sans limite. La souveraineté nationale se transformait en souveraineté parlementaire. La Constitution de 1958 opère par conséquent une véritable révolution juridique, en instituant pour la première fois une autorité chargée spécifiquement de veiller au respect de la Constitution, le Conseil constitutionnel. Mais, comme beaucoup de révolutions, celle-ci a produit des effets très différents de ceux qui étaient attendus par ses initiateurs. Organe aux compétences originellement modestes, le Conseil constitutionnel s'est peu à peu métamorphosé, jusqu'à devenir une des plus puissantes institutions de la Ve République. Au point d'ailleurs de faire naître des accusations récurrentes d'abus de pouvoir, ce que l'on désigne habituellement par le terme de gouvernement des juges. Pourquoi et comment cela s'est-il produit? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette série de vidéos consacrée au Conseil constitutionnel. Commençons par la composition du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est constitué de 9 conseillers qui sont nommés pour 9 ans. 3 sont nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat. Le Conseil se renouvelle par tiers tous les 3 ans. Le président de la République nomme également, parmi les conseillers, le président du Conseil constitutionnel, qui a une voix prépondérante en cas de partage et qui est le porte-parole de l'institution. En 1958, cette procédure de nomination revêtait un caractère purement discrétionnaire. Les autorités de nomination choisissaient qui elles voulaient, sans aucune contrainte juridique. Cela a changé avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Désormais, les commissions permanentes compétentes des 2 assemblées parlementaires doivent se prononcer publiquement sur chaque nomination. Si ces commissions s'opposent à une nomination par un vote à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés, celle-ci ne pourra avoir lieu et un nouveau candidat devra être proposé. Pour les candidats proposés par le président de la République, les commissions compétentes des 2 assemblées se prononcent. Pour les candidats proposés par les présidents des assemblées, la commission compétente de l'assemblée concernée se prononce. Les conseillers sont nommés pour 9 ans non renouvelables et ils ne peuvent pas être révoqués, ce qui est censé assurer leur indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs constitutionnels. Il faut mentionner enfin que les anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Cette disposition était destinée en 1958 à donner une retraite honorable aux anciens présidents de la Quatrième République. Elle apparaît aujourd'hui obsolète, mais il faut ajouter aussi qu'elle est dépourvue d'importance pratique, en ce sens que les anciens présidents depuis 1958 soit n'ont jamais siégé au Conseil, soit n'y ont jamais exercé un rôle actif. Le Conseil constitutionnel est chargé de 3 grands types de missions.
Tout d'abord, juger de la régularité des élections nationales, à savoir les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et les référendums. Ensuite, donner des avis dans un certain nombre de cas prévus par la Constitution. Par exemple, en cas d'utilisation des pouvoirs exceptionnels de l'article 16. Enfin, contrôler la constitutionnalité des lois et des traités. C'est cette dernière mission qui est de loin la plus importante et à laquelle nous allons nous intéresser maintenant. À l'origine, dans l'esprit des constituants de 1958, le rôle du Conseil constitutionnel devait être modeste. Il n'était pas du tout envisagé qu'il puisse contrôler systématiquement, ni même fréquemment, la constitutionnalité des lois. D'ailleurs, il ne pouvait être saisi à cette fin que par 4 autorités: le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Or, aucun de ces personnages n'avait particulièrement intérêt à demander au Conseil constitutionnel d'intervenir une fois la loi adoptée. La fonction principale du Conseil devait être, en fait, de contrôler que le Parlement respecte la frontière entre la loi et le règlement établie par les articles 34 et 37 de la Constitution. Autrement dit, le Conseil constitutionnel était conçu comme un allié du pouvoir exécutif face au pouvoir législatif, pour faire appliquer ce que l'on appelle le parlementarisme rationalisé, et qui consiste à donner à l'exécutif la maîtrise du processus de confection de la loi. C'est ce qui explique par exemple que François Mitterrand ait pu affirmer, dans son livre Le coup d'État permanent, paru en 1964, le Conseil constitutionnel a réussi la gageure d'ajouter au discrédit des institutions dont leurs promoteurs assuraient qu'ils seraient le fleuron. Cour suprême de Musée Grévin, chapeau dérisoire d'une dérisoire démocratie. Il n'a jamais eu d'autre utilité que de servir de garçon de course au général de Gaulle chaque fois que ce dernier a cru bon de l'employer à cet usage. Mais assez rapidement, telle la créature du docteur Frankenstein, le Conseil va échapper à son créateur et se comporter d'une manière tout à fait imprévue. La première étape de cette émancipation intervient le 16 juillet 1971. Ce jour-là, le Conseil rend une décision qui est une véritable bombe atomique juridique, même si sur le moment, peu de personnes ont saisi la portée de cette décision. Prenons le temps de l'examiner et d'en expliquer les implications. L'élément le plus important se trouve tout au début, dans ce que l'on appelle les visas, c'est-à-dire les textes sur lesquels le Conseil s'appuie pour rendre sa décision. Le Conseil écrit « Vu la Constitution et notamment son préambule ». Ce visa, apparemment inoffensif, signifie que le Conseil considère que le préambule fait partie de la Constitution et que par conséquent les lois votées par le Parlement doivent respecter le préambule au même titre que les autres dispositions de la Constitution. Or, que dit le préambule de la Constitution? Il commence ainsi. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. Le préambule renvoie donc à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au préambule de la Constitution de 1946. À partir de 2005, il fera aussi référence à la Charte de l'environnement qui a été ajoutée à la Constitution cette année-là. Ces textes contiennent des grands principes très généraux, comme par exemple la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Ou encore, la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Ces grands principes, on le comprend, n'ont pas de contenu juridique déterminé. Quelles sont, par exemple, les actions nuisibles à la société dont parle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Le texte ne le dit pas. Ce sera au législateur de le déterminer. Mais dès lors que le Conseil constitutionnel a décidé qu'il devait examiner les lois votées pour vérifier qu'elles ne défendent que les actions nuisibles à la société, cela signifie que c'est le Conseil qui, en dernière instance, décidera de ce que c'est qu'une action nuisible à la société. Autrement dit, avant la décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel se contentait, grosso modo, de vérifier que la procédure législative et la répartition des pouvoirs prévus par la Constitution étaient respectées.
À partir de la décision du 16 juillet 1971, le Conseil va vérifier le contenu même de la loi. Il va vérifier ce que l'on appelle son équilibre, c'est-à-dire les compromis qu'elle établit entre les multiples intérêts légitimes qui s'affrontent dans toute société. Fini le garçon de course du pouvoir exécutif dont parlait François Mitterrand. Par cette décision, le Conseil devient un acteur essentiel du processus législatif et même du processus politique dans son ensemble. Il devient une sorte de troisième chambre du Parlement, qui peut annuler les décisions prises par les deux autres. Ce véritable coup d'État juridique va se combiner avec une révision de la Constitution qui va démultiplier ses effets. Le 29 octobre 1974 est adoptée une modification de la Constitution qui permet à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il vérifie la constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation. Cela signifie que désormais, l'opposition politique du moment peut saisir le Conseil pour essayer de faire annuler une loi qui lui déplaît et dont elle ne sera pas parvenue à empêcher l'adoption. Elle s'en privera d'autant moins que, grâce à la décision du 16 juillet 1971, le Conseil dispose maintenant d'un arsenal de motifs inépuisable pour déclarer une loi contraire à la Constitution. Il existe toujours la possibilité que le Conseil décide que la loi est contraire à tel ou tel principe général énoncé par les textes auxquels renvoie le préambule. Alors, pourquoi ne pas essayer? Les acteurs politiques ne seront d'ailleurs pas longs à se saisir de cette nouvelle opportunité. Alors que de 1959 à 1974, le Conseil n'avait été saisi que 9 fois pour examiner la constitutionnalité d'une loi, de 1975 à 1987, le Conseil a déjà été saisi 129 fois, soit 14 fois plus que dans les 15 premières années de son existence. Enfin, une autre réforme très importante va intervenir en juillet 2008, avec l'introduction dans la Constitution de la question prioritaire de constitutionnalité. De quoi s'agit-il? Avec le nouvel article 61-1, un particulier peut, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, contester une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La juridiction procède alors sans délai à un premier examen de la demande formulée par le justiciable. Si la demande apparaît recevable, la juridiction transmet celle-ci au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Le Conseil d'État ou la Cour de cassation procède à un examen plus approfondi de la question qui leur est soumise et décide de saisir ou non le Conseil constitutionnel. Si enfin le Conseil déclare la loi inconstitutionnelle, celle-ci est abrogée, c'est-à-dire qu'elle disparaît de l'ordre juridique. Avant l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil ne pouvait examiner les lois que avant leur promulgation. Il peut désormais les examiner aussi après leur promulgation. Ce sont toutes les lois en vigueur, y compris celles antérieures à la Constitution de 1958, qui peuvent être soumises à sa censure. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel rend une centaine de décisions par an qui, pour les trois quarts, sont des questions prioritaires de constitutionnalité. Fin 2024, le Conseil avait rendu près de 1900 décisions relatives à la constitutionnalité des lois depuis l'entrée en vigueur de la Constitution. Le Conseil constitutionnel est donc aujourd'hui une institution clé de la Ve République. Certains estiment même qu'il est devenu le véritable souverain, à la place du peuple lui-même. La montée en puissance du Conseil a en effet eu très normalement pour conséquence que celui-ci se trouve désormais mêlé aux débats politiques les plus brûlants. Mais comme le disent aussi bien Winston Churchill que Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On peut se demander si le Conseil constitutionnel n'assume pas aujourd'hui de trop grandes responsabilités. Des responsabilités qu'il n'est pas fait pour exercer et qui déséquilibrent nos institutions. C'est la question cruciale que je vous propose d'examiner dans la prochaine vidéo consacrée au Conseil constitutionnel. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez grandement aider mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Car n'oubliez pas, le droit, c'est passionnant.